Bonjour à tous, bienvenue sur Planète Grande École. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview très spéciale. On est avec Yovan Pigeonnet. Comment ça va? Ça va et toi? Merci beaucoup pour l'invitation. Je te laisse ça la main. Ça fait plaisir. Bon, Yovan, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, moi je m'appelle Yovan et j'ai 23 ans, je suis originaire de Montreuil, Ok. pas très loin d'ici en vrai, et je suis diplômé d'un master de droit et actuellement étudiant en programme Grande École à GEM et fondateur des plateformes Delivered, Drest et de l'incubateur Mood. Justement, c'est bien que tu parles de GEM. J'ai vu que tu étais à GEM, que tu avais fait l'ESSEC, notamment spécialisé en entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Carrément. En fait, en gros, quand moi j'ai fini mon master de droit, enfin quand j'étais à la fin de ma première année de master de droit, j'avais déjà délivré qui était à un stade assez avancé. Ok. On y reviendra juste après, mais la plateforme que j'ai lancée en mars 2021. Et en gros, j'ai rejoint un incubateur, un programme à l'ESSEC, programme entrepreneuriat et innovation sociale, que j'ai fait sur un an en parallèle de mon master et qui donc à la fin m'a donné un diplôme à la fois de master de droit parce que j'étais à MPEC, à la fois un master, un diplôme à l'ESSEC. Et suite à ça, du coup, j'ai souhaité poursuivre à Genève. Enfin, du coup, parcours éclectique, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Moi, j'ai toujours, je suis trop dans les diplômes, les machins pour mes parents, parce que quand ils insistent beaucoup, ils sont très scolaires, on va dire, vu qu'ils n'ont pas eu la chance de faire des grandes études. En fait, ils voient que moi, je suis en mesure de le faire, donc ils poussent vraiment là-dedans. Et je pars du principe qu'on a la chance en France de pouvoir faire des études gratuitement. Je faisais des études qui sont quand même de qualité, sachant que c'est un peu contradictoire, mais la fac, du coup, c'était gratuit et j'ai pas payé les SEC et GEM. J'ai payé 0 € pour les deux. Donc voilà, on va dire, on m'offre du savoir gratuitement, moi je prends avec grand plaisir. Non, bah, c'est tant mieux, tant mieux. Bon, question qui n'a rien à voir, mais est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait hier? Ce que j'ai fait hier? Ouais. Alors hier j'ai eu une journée assez simple, je suis allé au taf le matin. Ensuite, d'ailleurs je suis arrivé un petit peu en retard parce que c'était une galère sur Paris, dès qu'il y a un petit peu de neige et tout, c'est tombé les gens comme des ouf. Ensuite j'ai fait mes réunions normalement, l'après-midi j'avais un déjeuner avec un client et ensuite je suis revenu au travail. J'ai quitté le travail, je suis allé à Ivry, à côté des stations F. Ok. On travaille en fait avec une équipe sur Delivered, l'équipe de développeurs, notamment Mathieu, et sur un futur projet. Donc j'ai déjeuné là-bas et ensuite je suis rentré chez moi tranquillement avec les bonnes. Ok, bon, journée chargée, quoi. Ouais, en vrai ça va. Journée classique, bien. Est-ce que tu as une passion et une personne qui t'inspire dans la vie? Une passion et une personne qui m'inspire. C'est une bonne question. Passion, je dirais que c'est partager. J'aime trop partager et je pense que ça se ressent. J'ai commencé les vidéos quand j'avais 13 ans à l'époque sur YouTube et depuis j'ai jamais vraiment arrêté. Après je me suis réorienté sur Insta et TikTok, mais je kiffe YouTube, je kiffe partager en vidéo, je kiffe la vidéo et en même temps montrer, échanger avec les gens. Et une personne qui m'inspire, je dirais Novak Djokovic. Déjà Ok. pour les origines communes qu'on partage Ouais. et en plus pour sa persévérance, vraiment c'est une dinguerie. Genre quand tu regardes sur certains matchs, en gros il est mené. Donc le tennis en gros c'est en 3-7 et jouer avec etc. Il est à 2-7 pour l'adversaire, ok. Ok. Donc ça veut dire que l'adversaire a un balle de match et il arrive à sauver 3 balles de match et à gagner le match à le film. Genre je trouve qu'il faut avoir un mental de ouf pour réussir à inverser la tendance comme ça. Et ça m'inspire de ouf. Ok, je capte. Donc ouais, Novak Djokovic. J'ai vu que tu avais participé au championnat d'escrime. Est-ce est-ce que tu peux nous en dire plus? T'es parti chercher nous, alors ouais, carrément. C'est une bonne. En fait, c'était quoi? C'était en 2016, je crois. En fait, moi, je fais de l'escrime depuis. Enfin, là, j'ai arrêté, mais j'ai commencé l'escrime à 10 ans. Et j'ai participé effectivement au championnat de France, aux qualifications pour les championnats de France et pour les JO 2024 d'ailleurs, moi, je suis une anecdote. Et en gros, pourquoi j'ai arrêté l'escrime? En fait, c'est plus ça la question, parce que du coup, j'ai fait ces qualifications. Et en fait, de base, l'escrime, je le voyais vraiment comme un sport, en gros, pour me faire kiffer. C'est-à-dire que quand je jouais à l'époque, je jouais au Playmobil, etc. Et mes parents, ils voyaient que je jouais beaucoup avec les épées. Et ma mère, elle a dit, c'est bon, on va le mettre à l'escrime. J'ai fait des fonds pendant 5-10 ans. Et en gros, sur les 5 premières années, mon entraîneur, il a mis dans la tête à mes parents que genre j'avais un potentiel. Du coup, en gros, ça devenait vraiment beaucoup plus sérieux. C'est-à-dire qu'aux entraînements, je devais être vraiment à l'heure. Mon entraîneur, mon coach, il me prenait vraiment à part par rapport aux autres. Il me faisait faire des sessions spéciales. Et en gros, de plus en plus, mes parents, ils me poussaient là-dedans. Parce qu'ils sentaient que je pouvais avoir un avenir dedans. Et moi, du coup, ça avait tendance à me dégoûter. Parce que de base, je le voyais vraiment juste comme un sport pour me défouler, tu vois, comme tu fais un sport normal. Et là, je sentais que j'avais une pression de ouf sur les épaules. Ok. Parce que j'ai commencé à faire des compétitions partout en France, j'allais à Nantes, à Marseille, etc. Et en vrai, c'était stimulant. En même temps, j'avais une pression, une boule au ventre avant chaque compétition. C'était une horreur. Parce que tu vois, mon père, par exemple, il posait des jours pour pouvoir m'accompagner aux compétitions, etc. Et du coup, je me disais, en fait, qu'ils investissent sur moi. Dans le sens où ils font des sacrifices, ils mettent. Et donc,
derrière, ils attendent forcément quelque chose. J'ai pas le droit de les décevoir. Et moi, ça me mettait trop de pression. Donc j'ai participé aux qualifications et je me suis pas qualifié d'ailleurs. Et après ça, j'ai dit à mes parents, en vrai, c'est trop. Je prends peu de plaisir en vrai à l'escrime. C'est trop de pression sur les entraînements, sur les compétitions. Du coup, je leur ai dit, je préfère arrêter. Et est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Genre, c'est quoi ta relation par rapport à l'escrime maintenant? Aujourd'hui, ouais, en vrai, j'ai toujours les bases, on va dire, mais ça fait très longtemps que j'ai pas touché une épée. Mais ouais, non, faut voir, c'est un sport qui m'a fait kiffer, vraiment, c'est incroyable. Genre, autant dans la partie technique, parce que c'est extrêmement technique, la partie physique, la partie mentale aussi, ça m'a beaucoup apporté, je pense. Surtout que j'en ai fait pendant très longtemps et aussi à haut niveau, donc forcément, c'était une approche différente dans le sport. Mais ouais, non, j'ai une bonne relation avec le scrim, je recommande d'ailleurs. Ok, bon, on prend des notes. Maintenant, on va passer un peu à ton expérience dans le digital. Ouais. Tu l'as dit toi-même, tu as commencé à faire des vidéos à 13 ans. Ouais. Donc très jeune, tu t'es lancé sur YouTube. Et ce qu'on remarque sur YouTube, en fait, c'est que tu as cette envie, en fait, d'aider les gens dans le besoin. Est-ce que tu peux nous dire ça vient d'où? Cette envie d'aider les gens, alors effectivement, déjà depuis que j'ai commencé les vidéos, alors là-bas c'était des vidéos plus humoristiques avec des potes de mon quartier, donc il n'y avait pas forcément cette velléité d'aider, c'était plus vraiment comme je disais dans le partage, au départ, partager des émotions, partager en fait des moments de vie qu'on a avec nos potes, et puis très vite quand je suis rentré en prépa, c'est là qu'il y a eu le basculement en fait où j'ai commencé à faire une vidéo par jour sur comment ça se passait en prépa pour démystifier un peu le mythe associé à cette filière. Et très tôt, j'ai commencé à partager. C'est-à-dire que déjà, j'avais créé un drive où je partageais tous mes cours de prépa. Alors même qu'en principe, tu sais, si tu avais une prépa ou même par rapport aux grandes écoles, etc., on n'a pas vraiment le droit de partager les cours parce que tu sais, c'est propre à chaque professeur. Et puis derrière, Totalement. si tu partages les cours, forcément pour ton cours, etc. Donc j'ai fait ça un peu dans l'illégalité, on va dire, mais je faisais attention aussi à ce que je partageais. Mais j'avais trop envie de donner à tous accès aux connaissances que moi j'avais. Parce qu'en fait, je trouvais ça incroyable. En prépa, en fait, on a accès à des professeurs qui sont extrêmement qualifiés et donc à un enseignement extrêmement qualitatif et je voulais donner accès à ça à ma communauté finalement. Donc ouais, j'ai commencé à partager un drive. Ensuite, quand j'ai atteint à peu près 10 000 abonnés, je me suis dit en fait ce serait bien de donner à tout point, de transformer de passer du virtuel au réel. Donc de dire à ma communauté, venez on va sur le terrain, on va aider des gens. Et donc on a commencé avec des maraudes pour les sans-abri. Donc j'ai fait au départ une maraude avec des abonnés. Puis ensuite on a créé l'association, la déclaré en préfecture, etc., pour que ce soit vraiment tout avec le dollar. Et après, il y a eu la crise du Covid qui est arrivée. Et de là, forcément, vu qu'on était tous extrêmement jeunes dans l'assaut, on s'est retrouvés aux premières loges, les conséquences économiques et sociales de la crise, donc isolement, plus de cours, plus de trucs, donc vraiment télétravail chez soi, ou en tout cas travail à distance, enfin les cours, quoi. Et là, on a lancé la plateforme Delivered. Et comme ça, après, ça a explosé. Ok, justement, ça fait une transition parfaite. Vers Delivered. Est-ce que tu peux nous parler d'Elivan? Alors, Delivered, c'est une plateforme de livraison de repas et de kits alimentaires et de produits d'hygiène pour les étudiants en situation de précarité. Donc, c'est une plateforme qui est présente dans 14 villes aujourd'hui, en France et en Espagne. Et en gros, le principe, il est extrêmement simple. Nous, en fait, on a des bénévoles, on récupère des invendus auprès de commerçants, grands groupes, maraîchers locaux, etc. On les centralise dans nos locaux et ensuite, on prépare des kits et on les livre aux étudiants qui sont inscrits via l'application mobile ou via le site internet. Okay. On a tout un back-office où on centralise toutes les demandes, un autre pour centraliser les invendus, etc. Et après, on a des livreurs bénévoles qui s'occupe de livrer les kits partout aux étudiants inscrits. 14 villes, c'est ça? 14 villes, exactement. Ok, ouais, bon. On te souhaite beaucoup de chance dans ça. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Justement, tu as dit que tu étais présent dans 14 villes en France et en Espagne aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé ce développement à l'échelle nationale? Alors, c'est une bonne question parce que, en fait, au départ, on passe d'une structure qui est présente uniquement à l'échelle locale, mais pour le coup très locale à Montreuil, à une plateforme qui est présente partout. Et en fait, en termes de gestion et d'organisation, c'est le jour et la nuit. Quand on regarde la plateforme en mars 2021 et la plateforme aujourd'hui, en fait, sur tous les process, toutes les équipes, toutes les validations, etc., ça n'a rien à voir. Et le passage, en fait, on a l'impression aujourd'hui, quand on regarde que tout est archi carré, etc., tout est archi carré, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. En fait, c'était vraiment par étapes. C'est-à-dire qu'au départ, on a commencé, on a nommé 5 personnes qui nous faisaient des comptes rendus sur ce qui se passait. Déjà, au départ, quand on a ouvert à Montpellier et Lyon. Puis ensuite, on a ouvert dans d'autres villes, on a placé des responsables de ville. Et ensuite, on a dit que toutes les semaines, on faisait un point avec les responsables à l'échelle nationale. Ensuite, on a acté le fait que de manière mensuelle, on faisait un point avec les responsables de ville plus les responsables de chaque pôle au niveau local. Et en fait, de fil en aiguille, en gros, on arrive à au départ, tu as un interlocuteur, puis finalement, tu te retrouves avec 200 interlocuteurs, et donc forcément, tout ça, il faut le structurer, et on fixe des points, on fixe des réunions, donc c'est beaucoup de temps passé à écrire les comptes rendus pour pouvoir les rendre accessibles à tout le monde, c'est beaucoup de temps à organiser l'agenda pour que tout le monde soit dispo, ensuite à faire remonter les problèmes, en fait. C'est ça la principale difficulté, c'est au départ, on est dans une ville,
mais comment on fait quand on ouvre à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, etc. et que on doit faire remonter les difficultés qu'il y a dans chaque ville. Et donc pour ça, on a mis en place ces réunions où les informations elles remontent, ensuite elles sont centralisées au COMEX, et ensuite le COMEX, nous on fait des points. Donc le COMEX c'est le comité exécutif, en gros on est 13 à l'intérieur, moi je préside le COMEX, et en fait c'est le comité stratégique, quoi. C'est là qu'on prend toutes les décisions, et donc il fallait faire remonter déjà les infos au COMEX, plutôt que moi au départ, hein, le truc c'est quoi, je parle vite. Au départ le truc c'est quoi, c'est qu'on lance la plateforme et tout le monde a mon numéro. C'est-à-dire que pour le coup, vraiment, mon numéro est sur Discord, donc je reçois des appels tout le temps. Dès que ça commence un peu à monter, je reçois des appels de tel responsable logistique, tel bénévole, tel livreur, où est-ce qu'on trouve ça, comment on fait ça, comment truc. Et moi, je ne m'écoute plus, tu vois. Parce que forcément, j'ai tout le temps des trucs, des machins. Et c'est comme ça qu'on a décidé de bien restructurer et donc arriver à un développement à l'échelle nationale. Voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de strat, et ça se fait vraiment au fur et à mesure. Et justement, là, quand on t'entend parler de ton projet, on comprend que tu t'es lancé vraiment à temps plein dans l'entrepreneuriat. Et justement, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux nous parler du déclic justement que tu as eu, qui a fait que tu as vraiment eu envie de plonger dans l'entrepreneuriat? Ok, le déclic. En vrai, je dirais qu'il n'y a pas vraiment eu de déclic. Parce que j'aime pas dire ça, mais j'ai la fibre entrepreneuriale dans la mesure où, déjà tout jeune, en fait, j'aimais trop créer. C'est-à-dire que à l'époque, j'avais créé un site internet où je vendais des box. Ça n'avait aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui, mais j'avais créé ça. J'ai créé la chaîne YouTube très tôt. Je faisais des vidéos de Lego, des présentations, j'ai fait des vidéos de magie. En fait, depuis le début, chaque fois que je pouvais créer, j'y allais. Et donc, je pense que en fait, je suis un peu né dans l'univers YouTube, etc. Et donc, je voyais plein d'opportunités, plein de gens qui faisaient plein de trucs, et je me disais pourquoi moi aussi je pourrais pas faire ces choses-là. Et moi, je trouvais ça fou qu'en fait, depuis chez toi, grâce à Internet, tu fais un truc et potentiellement ça peut être vu par des centaines de milliers de personnes. Et moi, ça me fascinait de me dire, je suis là à Montreuil, dans ma grotte, et potentiellement aujourd'hui, je fais une vidéo et je peux toucher des gens qui habitent dans telle ville, là, à l'autre bout du monde. Et c'est pour ça que j'ai commencé très tôt les vidéos. Et en fait, les vidéos, ça m'a ouvert plein de portes, et notamment des livrets. Je pense que sans ma chaîne YouTube, j'aurais pas lancé des livrets. Parce que les réseaux, pour un petit peu dire que ça a été un catalyseur dans le lancement des livrets, parce que sans les réseaux, en fait, on n'aurait pas eu autant de gens présents dès le démarrage. Et donc, se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que ça se fait vraiment naturellement. Il n'y a pas un matin où tu te lèves et tu te dis, ça y est, j'arrête tout, aujourd'hui je me lance. Parce que tu peux pas trouver une idée si tu es dans ta chambre tout seul face à ton ordi. C'est forcément des problématiques de terrain, tu vois, pour innover, mon machin et tout. Il faut que tu sois confronté à une problématique et que tu te dises, attends, ça pourquoi on ne pourrait pas faire une application qui permet de centraliser les machins. Et c'est là que tu permets d'apporter une petite touche. Comme par exemple, je voyais des startups là, qui proposent des QR codes pour payer directement. Ok. En vrai, ça, tu peux pas le trouver depuis chez toi en regardant la télé. C'est genre, tu vas aller au restaurant et tu vas dire, en gros, à chaque fois, j'attends 15 minutes pour recevoir la note. Pourquoi on pourrait pas avoir un QR code où, tag, j'ai mon truc, je scanne, je paye et je pars directement. On se dit que c'est tout bête, mais il faut y penser. C'est tout bête, mais il faut y penser, il faut être confronté au machin. Donc, je dirais pas que j'ai eu de déclic, ça s'est fait vraiment naturellement en parallèle des cours. Tu vois, je suis toujours étudiant aujourd'hui, je travaille à côté, je suis en 39 heures, j'ai mes plateformes, j'ai Mood, j'ai mes réseaux. Je le fais vraiment tout en même temps, tu vois. Il n'y a pas un matin où je me suis dit, allez, let's go, ça y est, je vais devenir entrepreneur. Ça se fait au fil de l'eau. C'est tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Et encore, tu vois, j'ai pas envie de tomber là-dedans, non, tu l'as ou tu l'as pas, parce qu'il y a des personnes qui sont. Ah, en fait, il faut tester. Il faut voir et il faut tester, mais faut pas tout plaquer pour se lancer là-dedans, parce que c'est trop de pression sur les épaules. Il faut vraiment essayer et voir si on est fait pour ça ou pas. Mais je pense que la plupart des entrepreneurs, ils ont cette fibre-là, tu vois, au départ, et ils ont déjà cette velléité de créer et de faire des choses. Est-ce que tu peux nous parler des acteurs qui vous soutiennent pour construire vos partenariats? Ok. Alors aujourd'hui, c'est sûr que Delivered, ça fonctionne pas uniquement d'amour et d'eau fraîche. En gros, nous, depuis le début de la plateforme, on a levé un peu plus d'1 million d'euros. Et en gros, les personnes qui vont nous accompagner, les personnes, en tout cas, les entreprises qui vont nous accompagner sur le lancement, ça va être soit des grands groupes comme Dell, Microsoft, Carrefour, Nexity, Okay. soit des plus petites PME à l'échelle locale. Je pense à Rennes, Bordeaux, Nantes, où en gros, on va avoir des entreprises, des cabinets comptables, etc., qui vont nous soutenir vraiment d'un point de vue local parce qu'ils ont des contacts avec telle ou telle personne, la municipalité, etc. Et après, on va avoir le don des particuliers. Mais nous, il faut savoir qu'on sollicite très peu l'aide. On a fait une seule campagne d'appel aux dons quand c'était la vidéo avec McFly et Carlito. Mais sinon, on se cantonne vraiment à l'aide des entreprises parce que c'est largement suffisant. Quand par exemple, on a un AXA qui vous donne 150 000 euros, on se dit qu'en fait, faire appel au soutien des particuliers, en gros, parallèlement à ce que peut nous donner AXA, c'est même pas nécessaire. Donc en fait, comment ça s'est fait? Souvent, soit c'est des entreprises qui tombent sur nos actions à travers les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'encore une fois, je dis que les réseaux sociaux, c'est super puissant à ce niveau-là. Soit c'est nous qui allons participer à des appels à projets, ou soit c'est nous qui allons rentrer en contact par le biais d'une personne ou directement sur le site avec la marque, lui expliquer le projet, lui demander en fait un soutien. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a même plus, la renommée de la plateforme fait que
On n'a même plus à aller toquer aux portes des marques, puisque c'est les marques qui viennent à nous directement. Et C'est ça, cercle vertueux, c'est ça? exactement, c'est ça. Une fois qu'on est lancé, le plus dur, c'est vraiment d'être in, parce que on arrive sur un marché qui est quand même concurrentiel. Quand AXA, ils ont une enveloppe de 150 000 € à donner, en fait, il y a 1 million d'assos en France. Et donc, pourquoi ils donneraient 150 000 € à ton asso et pas à l'asso d'à côté? La différenciation, elle serait à ce niveau-là. Une fois que tu es dedans et que tu as fait tes preuves et que machin, les entreprises, elles viennent à toi, il n'y a plus trop de difficultés à ce niveau-là. Ok, tant mieux. Et justement, tu as parlé de McFly et Carlito. Ouais. J'aimerais qu'on revienne un peu sur tes interventions médiatiques. Sur TF1, M6, Ouais. McFly et Carlito. bien renseigné. Je vais bien réviser. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, comment tu l'as vécu? Alors, comment je l'ai vécu? En fait, il faut savoir que c'était un peu particulier parce que, de base, moi, l'exposition ne me dérange pas dans le sens où je fais des vidéos, etc. Donc, sur ça, c'est pas une problématique. Mais en fait, tu passes d'un truc où tu as une action que tu as lancée depuis chez toi, en fait, depuis ton quartier, avec des potes à toi, et tu te retrouves à être contacté par Mouloud Achour qui va dire, ouais, viens sur les plateaux de clics, France 3, TF1, etc. Et en gros, c'est une exposition à laquelle on n'est pas forcément préparé. C'est-à-dire que si on n'a pas on va dire c'est même pas une préparation en vrai en tant que telle, mais se dire que en fait, là, on passe tout ce que je peux dire, en fait, derrière, ça peut avoir un impact. C'est-à-dire que mon opinion sur tel ou tel sujet, en fait, de base, je suis personne lambda, donc j'en parle, etc., il n'y a pas de galère. Mais là, si tu parles de cette opinion-là, à partir du moment où tu es exposé médiatiquement et publiquement, en fait, on peut reprendre des propos, et donc ça peut créer des polémiques, des machins. C'est plus en ce sens-là que ça m'a un peu mis la pression. Mais derrière, une fois que tu es sur les plateaux, etc., moi, en vrai, je maîtrise mon sujet. La plateforme, je l'ai lancée, j'ai vraiment pas le syndrome de l'imposteur sur les events comme je pourrais l'avoir, par exemple, quand j'étais en prépa. En gros, je me sentais moins à ma place parce que de base, moi j'ai grandi dans un milieu où, voilà, comme je te disais, mes parents ils n'ont pas forcément fait de longues études, etc. Donc quand tu arrives en prépa, tu te retrouves avec des mecs qui lisent littéralement au poste, qui parlent politique. Quand j'étais petit, je sortais dans mon quartier, je tapais des fous, tu vois. Donc c'est dans un environnement qui est totalement différent. Donc là, j'avais le syndrome de l'imposteur. Là, sur les métiers, j'ai pas le syndrome de l'imposteur parce que c'est moi qui ai créé la plateforme, c'est moi qui l'ai développé, j'ai donné corps et âme pour ça. Donc je sais comment ça se passe, je sais de quoi je parle et derrière, voilà, c'est une belle exposition et je pense que chaque média est bon à prendre. Quand en tout cas on veut faire passer un message, chaque média est bon à prendre parce que c'est une exposition supplémentaire, des gens qui vous découvrent et donc voilà. Ok, Merci d'avoir me donné l'opportunité de passer sur ce média, en vrai, le plaisir. ça fait plaisir. Est-ce que moi, à mon échelle, ou par exemple Hugo, Ouais. tu pourrais nous dire comment on peut venir en aide à délivrer vous accompagner dans ce projet? Alors, il y a deux manières de nous venir en aide. La première, ça va être en numéraire. Donc, vraiment, depuis ce soir, en faisant un don sur la page Hello Asso, ce qui nous permet de faire fonctionner la plateforme. Parce qu'on a beaucoup de frais au quotidien, comme les locaux, l'essence, l'assurance, l'achat des sacs, etc. La deuxième manière, c'est de nous rejoindre sur le terrain directement. Donc, soit en devenant livreur bénévole, où c'est vraiment un engagement ponctuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte de temps, de coéquipier, d'horaire, etc. C'est vraiment quand vous voulez. Vous choisissez vos horaires de livraison, etc., les jours, vous récupérez votre kit et vous livrez quand vous voulez en autonomie, ou alors en devenant livreur impliqué, donc bénévole. En fait, on distingue les livreurs bénévoles et les membres permanents. Et donc, en devenant membre permanent, c'est vraiment participer aux fonctions support, donc communication, partenariat, IT, dev, RH, etc., etc. C'est les deux manières où vous pouvez nous aider. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous dire les projets futurs de délivrer dans 2024? Alors, les projets futurs de Livrette, déjà, ça va être de couvrir l'entièreté du territoire. Donc là, en fait, on avait deux phases. En gros, on avait la phase d'expansion, qui est une phase où, en gros, on va aller chercher l'ouverture dans beaucoup de villes. Donc, c'est la phase qu'on a eue pendant quasiment 8 mois, entre 8 et 10 mois, où, en gros, vraiment, on a fait l'effort d'aller ouvrir, donc d'aller sur le terrain, de tâter, etc., de voir les villes dans lesquelles on peut ouvrir et d'investir, en fait, dans toutes les villes. Parce que l'ouverture dans une ville, forcément, ça implique un budget au démarrage et ensuite des frais de fonctionnement. Donc on avait cette phase d'expansion et là en gros sur 2024 on est rentré en phase de pérennisation donc ou de stabilisation où en gros on va avoir 12 mois pour booster toutes les villes dans lesquelles on est ouverte pour qu'en gros atteindre un volume d'activité qui soit similaire à Paris voire supérieur et donc une fois qu'on a fini cette phase de stabilisation on se laisse quelques mois encore pour ouvrir dans d'autres villes notamment Lille où on n'est pas encore présent et vraiment c'est un gros projet sur 2024 où on aimerait ouvrir à Lille et après il y a toutes les fonctionnalités qui sont imbriquées en fait au cours de l'année. C'est-à-dire que par exemple là, c'est un peu technique on va dire, mais sur l'application, en gros on est sur le point d'intégrer un inventaire. Donc c'est vraiment sur la partie, tu vois en gros c'est plein de nouveautés qui ne sont pas visibles par le grand public, mais qui simplifient la vie et qui sont des grandes avancées pour délivrer. Donc en gros on va incruster un inventaire qui va permettre d'avoir un suivi en temps réel au niveau national de toutes les denrées qui circulent sur Deliveroo. Donc ça représente des centaines de milliers d'euros en gros en temps réel. On va savoir Léa, il y a 500 bouteilles d'élastique qui sont rentrées dans telle ville, il y a 500 paquets de pâtes, 500 conserves, 500 machins. Et donc, c'est tous les arrivages, en gros, tous les flux qu'on a, parce qu'on est vraiment à flux tendu en toute la semaine. Alors, on va centraliser tout ça.
et ça nous permettra de voir, en gros, au fur et à mesure, bah voilà, où est-ce qu'il faut réapprovisionner, combien, comment, ok, plus de livraison cette semaine dans telle ville, pourquoi, est-ce que c'est cyclique, est-ce que c'est périodique, est-ce que machin, comment on fait pour anticiper. Et ça, en gros, pour nous, c'est énorme. C'est en termes de data, ça va nous amener énormément. Et donc voilà, c'est une grosse avancée pour nous, mais qui n'est pas visible. En gros, quand on dit c'est quoi les projets, on s'attend à ouais, on va ouvrir sur la Lune, etc. Non, des fois, il y a aussi des grosses avancées, mais tu vois, qui sont faites en interne pour vraiment assurer le maintien de la plateforme et, on va dire, augmenter la satisfaction de nos bénéficiaires, les parcours utilisateurs, etc. Par contre, on a des gros projets avec Drest. Justement, on allait en parler. Je vois qu'il y a la priorité. Justement, en 2023, c'est ça, tu lances Drest. C'est ton autre projet. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, tout à fait. Bah, Drest, en gros, c'est une chaîne de boutiques de vêtements entièrement gratuite. Okay. Donc, en fait, moi, je pars d'un double constat. Le premier, c'est que il y a quasiment autant, voire plus, de gaspillage non alimentaire que de gaspillage alimentaire. Okay. Le deuxième, c'est qu'il y a très peu d'initiatives pour le gaspillage non alimentaire. Contrairement au gaspillage alimentaire, on va avoir des tout Phoenix, des machins, etc. On a très peu de médiatisation sur le gaspillage non alimentaire. Et donc, à partir de là, je me dis, j'ai fait le tour sur des livrettes. Aujourd'hui, ça tourne dans plein de villes, etc. On est plus de 2000. Donc, je sais pas que je me lasse, mais je me dis, ah non, cherchez plus loin, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je me dis, on va lancer Drest. Et donc, Drest, le fonctionnement, c'est extrêmement simple. On va récupérer, pareil, des invendus, mais cette fois non alimentaires, donc des vêtements, principalement, auprès de grands groupes commerçants, etc. Qu'on va centraliser dans nos boutiques et qu'on va mettre à disposition gratuitement à des étudiants toujours en situation de précarité. Donc, ça va être principalement des vêtements. Et la boutique ouvre une fois par semaine. Donc actuellement, c'est une boutique dans Paris. Et là, on va ouvrir à Strasbourg et à Toulouse courant 2024. Et ensuite, on espère pouvoir ouvrir dans toutes les villes où on est présent. Ok, donc c'est toujours dans le monde associatif ce tout à fait. Ouais, carrément. Ok. Justement, outre l'associatif, t'es quelqu'un qui est très branché entrepreneuriat. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur ton dernier projet, à savoir Mood. Juste ici. Belle transition. Et du coup, j'aimerais que tu nous en dises plus. Comment s'est lancé ce projet? Alors, Mood, c'est intéressant parce que ça, je n'en ai jamais parlé encore. Mood, en gros, c'est un projet qui naît il y a 5 mois maintenant. Et en fait, en gros, on a été très tourné audiovisuel sur Delivered et Drest. C'est ça qui a fait le succès, en gros, des deux projets. Et donc, on a été amené à travailler avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de grandes entreprises sur le tournage des collabs qu'on va avoir, etc. avec eux. Et de là, en fait, c'est parti comment? C'est Carrefour qui nous a sollicité en disant, nous, en fait, on aime ce que vous faites, mais indépendamment de l'asso. C'est-à-dire vraiment sur vos réseaux, les réals que vous faites, etc. C'est cool. Et donc, si vous vous lancez, on va dire, sur une activité d'agence à côté, nous, on s'était prêt à vous solliciter, en gros, sur certains projets, certains plans qu'on a. Et de là, tout le coup, on s'est posé avec les doigts, on s'est dit, en vrai, let's go. Franchement, en fait, c'est parti, ça a été ça le déclic, et on s'est dit, on a une expérience aujourd'hui et une expertise sur que ce soit la prise de parole en public, le business model, la partie stratégie, la partie développement, charte graphique, etc. qu'on pourrait mettre à profit de d'autres porteurs de projets. Et donc, c'est comme ça que naît Mood, en fait, comme un incubateur au départ. Aujourd'hui, on est plus tourné agence, boîte de conseil, on va dire. Au départ, c'est vraiment la belle idée, c'est d'avoir un incubateur où on peut mettre nos compétences au service de d'autres porteurs de projets, d'autres talents qui ont envie de lancer une plateforme, une activité, etc. Donc on lance ça il y a 5 mois, donc ça fait quoi? Ça fait janvier, décembre. C'était en je crois septembre, hein. septembre 2023. Ouais. Et donc dès le démarrage, en fait, vu qu'on a ces grosses entreprises qui passent par nos services, en fait ça marche tout de suite puisqu'on a des clients au démarrage. Et donc pareil, je décide de tout documenter sur les réseaux avec cette même idée en fait de partir de zéro et de montrer aux gens que c'est possible. C'est-à-dire que Mood, quand on se lance, en fait, je ne vais pas dire qu'on part de zéro parce qu'on a quand même l'expérience précédente de Delivered, de Drest, etc. Mais en fait, on se lance dans le vide parce que c'est pas l'activité principale. Et on se dit, en vrai, on va le faire. On va tout donner et on va voir ce que ça donne. Au pire, Mood, ça marche pas et c'est pas grave. Il y a d'autres projets à côté. J'ai d'autres projets sur 2024 que j'ai envie de lancer qui sont beaucoup plus importants que Mood. Mais je me suis dit, autant il y a une brèche qui s'ouvre, autant y aller, foncer et voir. Et en fait, je prends le pari au départ, quand je lance Mood et que je dis, je vais tout documenter, je prends le pari de manger un échec. Et de me dire, en fait, les gars, voilà, on a filmé, ça n'a pas marché, et je vous montre au moins que ça marche pas. Et maintenant, bilan au bout de 5 mois? Bilan au bout de 5 mois, ça marche. C'est vrai si ça marche. Mais ça aurait pu échouer. Et en fait, je suis toujours dans cette optique de montrer, vu qu'il y a beaucoup de réussites, il y a aussi beaucoup d'échecs. Il faut montrer les échecs. Et moi, sur mes réseaux, j'essaie d'être le plus transparent possible en disant aux gens, en fait, quand il y a des moments de doute, des moments où ça va pas, frère, je le montre, ça fait partie du jeu, tu vois. C'est pas tout le temps tout beau, tout rose, tout le temps des réussites, des joies, des cris, des machins. Des fois aussi, on donne une période creuse où on se remet en question, je suis tout seul dans mon lit et je me dis, en fait, comment je vais réussir à gérer ça? J'ai tel problème qui est apparu, tel conflit entre machin, comment je vais faire? Je suis tout seul en fait face à mes problèmes, tu vois. Et ça fait partie intégrante du jeu. Et le problème, c'est que sur les réseaux, on a trop tendance à montrer que le côté positif.
Et donc, du coup, les gens, ils ont une image de l'entrepreneuriat où c'est incroyable, t'as que des trucs, tu gagnes beaucoup d'argent, tu voyages, tout, c'est pas que ça. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de down aussi où tu te dis, est-ce que je vais pas tout arrêter? Combien de fois je me suis dit, ouais, là, je vais arrêter. Vraiment, hein, on dirait pas comme ça, tu vois, tu regardes les autres, tu te dis, il est boosté, après il envoie. Des fois, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à tenir? La pression sur tel machin. On a eu des, notamment sur la gestion administrative, financière, machin. En fait, tu te retrouves du jour au lendemain. De base, c'est quoi? Tu gères tes dépenses perso. Moi, j'ai grandi, j'étais en prépa et tout. Je tournais à 15, 20, 30, 50, 100 euros sur mon compte, tu vois. C'est des petites dépenses de merde. T'as la bourse, tu dois gérer juste où est-ce que tu vas manger le midi et comment tu vas. Enfin, c'est rien. Et là, d'un coup, tu te retrouves avec un compte où il y a 500 000 euros. Et on me dit, c'est toi qui es responsable de cet argent. C'est-à-dire que moi, on est reconnu d'intérêt général, donc j'ai des contrôles du fisc, des machins et tout. Et je me dis, à la moindre dinguerie, c'est moi qui prends en mon nom personnel. Et ça, en fait, c'est pareil, c'est beaucoup de pression qu'on voit pas et que je pourrais même pas retranscrire en vrai à travers la gazo. Parce que, en vrai, c'est quoi? Je vais faire une story, je peux même pas montrer déjà. Les gars, ouais, je dois gérer ça, je dois envoyer tel bilan, j'ai une réunion avec le comptable, machin. En vrai, on s'en fout. J'ai fait des réunions avec le comptable, j'ai montré. Et les gens, ils s'en foutent, tu vois. Donc, j'ai dérivé complètement sur la question de base, je sais plus c'était quoi, mais. C'était bilan. Bilan, franchement, pour nous, ultra positif. On a fait un drop de vêtements, pareil, c'était vraiment pas dans le pipe de base. Donc, on s'est dit, viens, en fait, nous de base, on part en travailler en Corée pendant un mois avec Mood pour une autre agence de management d'artistes. Ok. Et donc, on fait des t-shirts pour l'équipe. On se dit, c'est bien si on va là-bas, c'est bien qu'on ait un branding, tu vois, un peu pro et tout. Et donc, moi, tu sais, je fais un taf story et je mets que le t-shirt. Parce que déjà, de base, j'aime pas payer, je porte pas de vêtements chers, etc. J'aime pas, par principe, je mets pas 40 € dans un t-shirt parce que juste il y a un logo de machin et tout. Et donc, on crée les vêtements pour nous. Moi, j'ai mon story, les gens, ils arrêtent pas de me demander, ouais, c'est où qu'on peut acheter les vêtements, ouais, le t-shirt, c'est trop stylé, ouais, machin. Du coup, on se pose avec les autres, pareil, on se dit, après, si les gens, ils demandent, je recevais vraiment, sans abuser, peut-être 10 messages par jour, juste sur les t-shirts. Et je me dis, c'est une dinguerie. Vraiment, sur le temps où on était en Corée, parce que c'est là que je les saignais, je les mettais tout le temps, donc en fait, les gens, ils les voyaient. Et voilà, c'est ça, quand je mets une story, je fais 10-15 000 vues, sur les 10-15 000, il y a 10 personnes qui me demandent, et je me dis, en vrai, gros, viens, on lance une marque de vêtements. Mais vraiment, juste, on fait un drop, on fait le drop et on coupe. C'est fini. On a 3 mois pour lancer le drop, faire toute la production, les machins et tout. On fait le drop, après, tu vois, on n'est pas une marque de vêtements. Donc, on se lance le défi. On part sur ça, on fait 3 mois de com. En gros, on cherche les fournisseurs. En fournisseur, on trouve en Corée, on trouve un bête de fournisseurs. On revient en France, on cherche les endroits où on va faire les flocages, etc. On trouve un atelier à Aubervilliers, on s'entend grave bien. D'ailleurs, si tu passes par là, gros bisous. Et on se dit, vas-y, let's go, on lance le machin. Au moment où on annonce le drop, en 24 heures, on fait ça bloc. 10 000 € de vente. Le lendemain matin, il n'y a plus rien. Trop bien. Et je me dis, c'est une dinguerie, franchement, ouais. Expérience de fou. Après, il y a eu beaucoup de galères sur les envois aussi. Parce que on n'est pas forcément préparé à ça, mais tu sais, il y a des grandes stories, des machins, c'est grave bien, 10 000 €, 24 heures, machin, etc. Mais derrière, après, c'est une logistique. Ridon, casser la tête. Moi, j'ai même pas géré la logistique. Pour le coup, j'étais sur d'autres machins et tout. Ridon, il a fait ça à 100% en solo. Logistique de fou, des problèmes avec la poste, des machins, tu dois centraliser le numéro de suivi. Les gens ils te demandent, ouais, mon colis, il en est où? C'est trop galère. Tu vois, alors, encore une fois, lancer une marque de vêtements, c'est un job à temps plein. Nous, on a fait ça en parallèle de toutes nos activités. Tu deviens fou, frère. On arrive, on finit ça à 3h du matin. Vraiment, en situation concrète, on finit à 3h du matin. Le lendemain, à 6h, j'ai mon train pour Grenoble. Et ça veut dire que tu t'en pas. Je prends mon truc avec une boîte, il me dépose à la gare, je vais à Grenoble. Donc j'arrive en cours, nuit blanche, je fais mon cours comme tout le monde. Hein. Les gens, ils savent pas, ils ont dormi. Ouais. Moi, je suis en nuit blanche, je rentre de chez mon fournisseur qui était à Aubervilliers. Il y a 4h, j'étais à Paris. Et là, je suis à Grenoble en cours normal. Et c'est ça en fait. Et tu t'appelais 3 heures de train en plus. Voilà, exactement. Tu t'appelles 3 heures de train, tu dors dans le train, 2 heures, etc. Tu arrives là-bas, t'es sous 2 heures de sommeil. Et tu passes ta journée normale, ça se passe des trucs à faire et tout. Le soir, tu as des rendez-vous avec des clients, tu rentres, tu dors, c'est que ça. Mais moi, ça me fait kiffer, tu vois, c'est stimulant. Mais derrière, il faut être prêt à assumer, c'est une charge mentale qui est réelle, tu vois. Tu as beaucoup parlé de Mood, des projets qui l'englobent, mais concrètement, est-ce que tu peux nous pitcher cette nouvelle startup en 1 minute? Même, ouais, fort, en 1 minute, let's go. Alors, Mood, c'est un incubateur de projets innovants qui va venir en aide aux porteurs de projets sur toutes les phases du lancement. C'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs formules où on va accompagner soit les grandes entreprises, par exemple, sur la refonte de leur branding, sur la stratégie réseaux sociaux, sur la création de contenu. Soit on va avoir une formule où vraiment on part de zéro et où on va s'occuper de l'identité visuelle dès le départ, de la stratégie adoptée, du business model, de la création de contenu au démarrage, etc. Ou on va avoir des formules intermédiaires où, par exemple, on va proposer la création d'applications mobiles, de sites web, juste la création de charte graphique, juste parfois en conseil. En gros, on a une formule à 50 € où les personnes viennent, nous pitchent leur projet et on les conseille pendant 1 heure. Et c'est une formule carrément qu'on a dû fermer parce qu'il y avait trop de monde sur le démarrage, on n'avait plus de place dans l'agenda. Mais tu vois, c'est des formules où, en vrai, pour 50 €, tu viens avec ton projet, tu pitches et après tu repars avec l'idée concrète de
ok, qu'est-ce qui va pas? Parce que nous, en fait, sur les 1 heure, on va analyser le projet. Ensuite, on va se poser avec le reste de l'équipe où on va faire tout un rapport, en gros, sur ce qu'il a été dit. On va faire un benchmark, etc., concurrentiel, voir quelles sont les autres solutions qui existent. Souvent, c'est quel type de client que vous recevez On a de tous. On va avoir beaucoup de particuliers sur cette formule-là. Ouais. Des personnes qui sont comme toi et moi, qui veulent lancer un projet. Parfois, on va avoir aussi des PME qui vont nous solliciter sur une partie spécifique. Par exemple, on travaille avec une entreprise sur le photovoltaïque où, en gros, on va s'occuper de toute la partie communication et gestion des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, tu vois, cette entreprise, les PME et TPE qui sont beaucoup sur le terrain, on ne dirait pas, même tu prends des plombiers, etc. Là, ils sont beaucoup sur le terrain, mais ils ont très peu de communication, ils n'ont pas forcément de site internet, etc. Et nous, on va les accompagner sur toute cette partie-là. Comment être plus visible, comment construire une image de marque aussi. Ok. Parce qu'on va avoir des entreprises qui excellent dans un domaine, mais qui n'ont pas d'image de marque. Par exemple, tu vas créer demain une entreprise qui va vendre des globes, je dis n'importe quoi comme cela. Ils vont faire leur job de création très bien, c'est-à-dire sur le produit en lui-même qui va être très bien comme les panneaux photovoltaïques, mais ils n'ont pas d'image de marque. Et nous, on va les accompagner sur la création de cette image de marque pour valoriser un peu plus l'entreprise. Ok. Ça fait beaucoup plus d'une minute, je vais rentrer plus dans le détail. Au moins, c'était clair. Ok, magnifique, let's go. Justement, tu as parlé de plusieurs clients que tu avais, plusieurs types de clients. Tu avais même parlé de Carrefour au début, que c'était eux-mêmes qui vous avaient donné l'idée justement de lancer Mood. Est-ce que tu peux nous parler d'une seule collaboration que tu as eue avec un client? Ah, c'est une bonne question. Laquelle je vais sélectionner? On en a fait une en plus récemment sur les réseaux là, avec l'Evolution Ski 2. On est parti tourner avec eux. En vrai, je vais prendre celui-là. Ça peut skier un peu? Bien. Non, même pas. Moi, je sais pas du tout skier. Mais c'était drôle parce que, ouais, pour la petite anecdote, du coup, c'était, je crois, la deuxième fois quand j'étais petit. À l'époque, j'avais dû faire une classe de neige en primaire. Ok. Mais tu sais, c'était des trucs de luge, etc. Et là, c'était la deuxième fois que j'allais au ski. Ah ouais. Et je disais à Ritot, c'est fou parce qu'on y va pour le boulot. Et moi, ça m'a fait kiffer. J'ai fait un réel, carrément un TikTok sur ça. Premier voyage professionnel. Et tu sais, on arrive, etc. On loue une voiture. On se fait plaisir, enfin, une belle voiture. Et on monte là-bas pour le tournage. Et je me dis, frère, c'est fou. Vraiment. Là, on est dans la voiture. On monte là-bas. Et genre, c'est un voyage pro. On y va, on va gagner de l'argent, genre. Et moi, ça me fait rêver. En fait, c'est, tu vois, ce que je voyais ça, je voyais plein de success stories, les machins et tout. Et je me disais, demain, si j'ai la chance de pouvoir faire un truc qui me plaît avec des potes et de gagner de l'argent, mais c'est ça mon objectif. Et là, j'étais dans la voiture et je me disais, je regardais Riton et je me disais, on l'a fait, frère. Prise de recul soudaine comme ça. Prise de recul soudaine. T'es là, tu roules, t'es entouré de montagnes, tu dis, genre, on y est là. Tu vois, le truc dont on parlait il y a 3-4 ans, ce dont tu rêvais, genre, on le vit. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, bah voilà, on va pour ce client-là. La collection s'était faite depuis le site internet. On a un très bon référencement, paradoxalement, alors qu'on n'avait même pas beaucoup investi sur le SEO. On ressortait beaucoup, vu qu'il y a une production aussi dans le nom, on a fait exprès, surtout des productions audiovisuelles, etc. On nous trouve. Et donc voilà, on arrive là-bas, ça se passe archi bien, on fait un shooting dans les montagnes et tout, paysage de fou, drone et tout. Et donc les mecs c'était hyper sympa, ils nous ont payé la nuit sur place parce que finalement vu qu'on a tardé dans le truc, on a trouvé sur 2 jours, alors de base c'était sur 1 jour, ils nous ont payé la nuit directement à la station et voilà on a tourné le lendemain tranquillement puis on est rentré. Très bonne expérience. Trop bien, expérience humaine, professionnelle, il y avait tout quoi. Ouais, exactement. Après, on a beaucoup de formules mensuelles aussi. On suit les clients pour le coup, c'était du one shot, donc on les suit pas, on leur a fait une vidéo de présentation. Mais on a beaucoup de clients aussi avec qui on s'entend merveilleusement bien, où ça va être un suivi mensuel. En gros, on s'occupe de tout sur la gestion des réseaux sociaux et tout, donc on est amené à beaucoup parler avec eux. Et des fois, souvent, ça dépasse le cadre pro. Alors, on a des fois des incidents avec des clients où c'est même pas forcément pour parler du business, mais juste pour passer un moment avec eux, quoi. Et je pense que c'est important aussi d'avoir cette bonne relation quand tu travailles avec quelqu'un, d'aller au-delà, parce que vu qu'on travaille beaucoup, on est amené à faire beaucoup de réunions, de machin, vaut mieux que le feeling y passe, pour que ce soit plus agréable. Totalement. Actuellement, tu es chargé marque employeur au Crédit Mutuel. Décidément, encore un nouveau projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce poste? Eh ben là, j'y vais, là, j'y retourne là. Ouais, en gros, j'ai intégré le Crédit Mutuel en alternance du coup en parallèle de GEM en septembre 2023. Et en gros, je suis chargé de promouvoir l'image de Crédit Mutuel en externe. Donc en gros, mon job en tant que chargé de projet marque employeur, ça va être de prendre l'image de Crédit Mutuel et de la magnifier, on va dire, en tout cas auprès des jeunes diplômés pour les inciter. Enfin, en gros, quand tu sors de diplôme, l'idée c'est de se dire, en fait, 80% des gens, ils vont penser à telle entreprise, Airbus, Air France, Société Générale, machin. Et moi, mon objectif, c'est que les gens pensent au Crédit Mutuel. Et il faut savoir que c'est vraiment pas parce que je bosse au Crédit Mutuel et que je suis chargé de faire ça, mais je te jure que sur les engagements que prend le Crédit Mutuel, c'est une singerie. Mais vraiment, je pèse les mots. En gros... Toi aussi, t'as bien révisé du coup. Ouais. Pour le Crédit Mutuel, en vrai, c'est ce que je fais à longueur de temps, depuis 5 mois, donc je connais, mais je vais donner juste un exemple pour pas rentrer dans le détail. En gros, ils ont ce qu'on appelle le dividende sociétal. Et chaque année, ils reversent 15% de leur résultat net à leur fondation, qui va ensuite s'occuper
d'allouer cet argent à des projets sur le terrain pour soutenir les actions en faveur du handicap, du climat, des actions comme la nôtre. Et je trouve ça incroyable parce que c'est la première et c'est celle en France, c'est celle qui a la plus grosse fondation et on n'en entend même pas parler. Et moi, je trouve ça dommage en fait que tu vois, en termes de com, il y a des lacunes parce que c'est ceux qui donnent le plus en France. C'est fou quand même. Et quand tu penses à ceci, tu vas penser à d'autres structures. Je sais pas, tu vas penser à la Fondation de France, tu vas penser à d'autres entreprises, Société Générale, je dis n'importe quoi, mais pas au Crédit Mutuel. Et ils ont des actions comme ça, vraiment beaucoup. Ils s'engagent aussi par exemple à recruter 80% de leurs alternants en CDI, à proposer un poste en CDI. Ils ont aussi des engagements en faveur du handicap et de l'inclusion, où par exemple sur les 100 alternants, sur les 500 alternants par exemple, qui recrutent chaque année, il y en a 100 qui sont en situation de handicap. Et moi je trouve que c'est eux qui sont fous. Mais voilà, c'est une parenthèse sur ça, c'est ça que je suis chargé de faire au Crédit Mutuel. Justement, tu as parlé de tout ce que tu faisais au Crédit Mutuel, tu as parlé de la marque employeur. Est-ce que tu peux nous dire une mission que tu as faite récemment vis-à-vis de ça? Au Crédit Mutuel? Ouais. Bah là, cet après-midi, j'ai interviewé la DRH Group, du coup. Et en gros, ma mission, c'était de donner des tips pour les gens quand ils candidatent. En gros, chez nous, qu'est-ce qui fait la différence en gros sur une candidature en termes de soft skills, comment on le met en avant et comment on gère un entretien. Et en fait, vu que c'est la DRH Group, c'est la big boss en gros qui s'occupe de ça. Donc, je l'ai interviewé ce matin, c'est archi bien passé. Et là, du coup, je retourne cet après-midi au boulot, je fais le montage tranquille. Trop bien. Un peu ça. Ouais, franchement, ça me plaît. Je suis content, j'ai fait une bonne alternance. Parce qu'avant, j'étais à Zurich Assurance. Ouais. Et c'était une très bonne expérience aussi, mais c'était totalement différent dans le travail. Et c'est vrai que je pense que je préfère ce que je fais au Crédit Mutuel. Même si l'expérience avec Zurich Assurance était top, là, j'ai vraiment une approche différente. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets à venir en 2024? Un teasing, genre? Ouais. Alors, les projets à venir en 2024, déjà, j'ai un très, très, très gros projet dans le pipe sur lequel je travaille depuis 1 an déjà. Et je sais pas, en termes de timing, si je vais réussir à le sortir en 2024. Ok. Parce que pour le coup, c'est mon plus gros projet, c'est un projet de start-up qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'à présent. Encore une nouvelle starter? Ouais, pour le coup, mais vraiment qui n'a aucun rapport avec nous, Delivered, etc. Alors, c'est un projet vraiment à part. Et donc, j'ai envie d'être sûr. En fait, tu vois, je suis tiraillé entre. Là, ça fait 1 an que je bosse dessus, donc tu sais, j'ai un dossier qui fait plusieurs gigas, etc. Mais j'ai envie d'être vraiment pour m'y consacrer à 100%. Et le problème, c'est que vu qu'à côté, là, je suis en 39 heures, plus l'assaut, plus Dress, plus Mood, plus les cours, plus mes réseaux, je sais que le moment où je lance cette startup, je coupe tout. C'est-à-dire que j'arrête le taf, j'arrête l'école. Enfin, en gros, il faut que je sois vraiment dédié à 100% à ce projet-là. Parce que c'est un projet d'une vie en vrai, avec lequel qui peut me faire propulser, pour le coup, peut-être sur la Lune. Mais ouais, donc j'attends de voir soit 2024, soit 2025. Et en même temps, je suis tiraillé, ouais, je disais, parce que en termes de timing, je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui aura l'idée entre temps. Donc, en même temps, j'ai envie de lancer. C'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Et en même temps, ouais, il faut que je le fasse au moment opportun pour pas me brûler les ailes. Donc ouais, alors j'ai ce projet-là, mais je peux pas vraiment en parler. Sinon, à côté de ça, j'ai vraiment envie de booster les réseaux sociaux. J'ai envie de m'y consacrer bien comme il faut parce que ça me plaît. J'ai envie de reprendre YouTube. Gros projet sur 2024, de vraiment être régulier sur YouTube, de lancer plusieurs concepts. Et après, j'ai envie de rester sur un lancement d'application mobile. En 2024, c'est pareil, un de mes plus gros projets parce que avec l'application, de la sortie de l'application, on a aussi plein de choses qui vont autour qui sont incroyables, sur lesquelles je peux pas encore développer parce qu'en gros, il y a un autre investisseur où en gros, il y a des clauses, etc. Donc, je peux pas trop en dire, mais avec qui on va lancer ça et franchement, ça va être incroyable. Ok, on espère beaucoup de réussite dans ces projets. Merci beaucoup, ça me fait plaisir, frérot. Du coup, pour le mot de la fin, on va te le laisser. En fait, c'est simple, tu es face à des étudiants. C'est le cas vraiment en l'occurrence, mais c'est pareil, on va dire que c'est des étudiants. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour eux, pour leur avenir? Alors, du coup, je vais me tourner vers vous, les gars. Un mot de la fin, je dirais que aujourd'hui, la principale problématique pour nous, on va dire les jeunes, c'est de trouver ce qu'on aime faire. Parce qu'en vrai, on a accès à tellement de choses sur les réseaux et on voit tellement de trucs à droite à gauche que le plus dur, c'est de se dire, ok, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui va me faire kiffer. Donc, je dirais que, franchement, si vous avez des passions, des choses que vous kiffez, foncez. Ne vous posez pas de questions, essayez. Au pire, vous allez échouer, mais au moins essayez parce que le pire, c'est d'avoir des regrets. Et vous attendez pas que tout soit parfait pour lancer un projet ou pour tester, je sais pas, le dessin ou pour la vidéo, n'importe. Lancez-vous et vous découvrez au fur et à mesure des difficultés que vous allez surmonter, mais il ne faut pas attendre 3000 ans pour faire les choses. Et si vous n'avez pas de passion, testez des choses. Si vous n'avez pas d'idée forcément de ce que vous voulez faire, il y a des gens qui savent, dès le départ, ils veulent être avocats, ils veulent être médecins, et franchement, c'est très bien, il y a des profils qui sont tout tracés, et il suffit de travailler pour arriver à obtenir le diplôme, et après, qui nous dit on est heureux, ou pas, enfin, il y a des hauts et des bas, vous avez capté, mais pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire, ouais, il faut essayer, parce que ça ne va pas tomber du ciel un matin, vous allez vous lever, et il y a un mec qui va vous dire comment la vidéo c'est fait pour toi. Il faut que vous essayez la vidéo, il faut que vous essayez plein de choses à droite à gauche, et il y a un moment où vous trouverez ce truc qui vous plaît, et où vous direz, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire.
Donc voilà, je sais que c'était un peu tout et n'importe quoi, mais c'est le mot de la fin. Bah écoute, merci beaucoup Yovan, c'était une Avec très belle plaisir. interview. Merci à toi, Merci. trop lourd.